Alors, bonsoir et bienvenue à tous. Mon nom est Jocelyne et je suis une alcoolique. Bienvenue à l'atelier d'études du Gros Livre, dont l'objectif est de vous aider dans la mise en pratique des étapes et aussi dans la transmission du message à d'autres alcooliques. S'il vous plaît, fermez vos micros lorsque vous voulez lire ou prendre la parole. Vous pourrez poser des questions ou faire des commentaires en tout temps. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la fonction « Lever la main » de Zoom. Donc, on va débuter par la prière d'ouverture qui est affichée dans le chat. C'est ça que je l'ai mis. Là. Mon Dieu, aide-moi à mettre de côté tout ce que je pense savoir à propos de moi, du Gros Livre, des étapes et surtout de toi. Donne-moi un esprit ouvert et une nouvelle expérience avec moi, le Gros Livre, les étapes et surtout avec toi. Aide-moi à voir la vérité. Alors, on va faire ça parce que je veux vous voir. Il faut que je fasse la discussion. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit résumé de la semaine dernière, mais avant, juste une précision pour les vidéos sur YouTube. J'enregistre la réunion et ce que je mets sur YouTube, c'est seulement l'enregistrement. Je ne mets pas l'image. C'est bien sûr une question d'anonymat. Les questions d'anonymat, j'ai aussi réalisé que l'année dernière, je mettais les vidéos sous mon nom au complet. Et en mettant ça sur YouTube avec mon nom au complet, c'est un bris d'anonymat, dans le fond. Là, je ne les ai pas enlevés parce que si je les enlève, ils ne seront plus disponibles. Il faudrait que je les remette un par un, puis c'est de l'ouvrage. Donc, j'ai décidé de laisser ceux-là de l'année dernière sur cette chaîne-là. Mais pour cette année, pour les vidéos de cette année, vous devez aller sur YouTube, sur la chaîne, vous la trouvez avec mon nom, Jocelyne, mais Jocelyne C. de Lévis. Donc, c'est comme ça que je l'ai intitulé, donc ça ne brise pas l'anonymat de cette façon-là. Alors, quand vous parlez, si vous parlez, vous pouvez vous nommer votre prénom si vous voulez, ou si vous ne voulez pas, ce n'est pas obligatoire non plus, parce qu'il faut voir que si vous posez une question durant la soirée, ça va être sur l'enregistrement aussi. Alors, donc, je voulais faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu la semaine passée. Si on va dans le Gros Livre, on prend le Gros Livre, puis on s'en va à la page XI, la préface. Au deuxième paragraphe, ils nous disent que ce livre est le texte de base de notre association. Un texte de base, c'est un livre d'instruction. C'est un manuel qui donne de l'information en débutant par l'information la plus simple, en allant vers l'information la plus compliquée. Donc, au début, ils vont nous faire ça simple, puis avec le temps, ça va devenir un peu plus précis, un peu plus compliqué. Mais un texte de base. Et à la page XIII, donc 13 en chiffres romains, le premier paragraphe nous dit que nous, les alcooliques anonymes, sommes au-delà d'une centaine d'hommes et de femmes qui nous sommes rétablis d'un état physique et mental apparemment désespéré. Donc, il commence avec l'information en nous disant qu'on a une maladie physique et mentale, apparemment désespérée parce qu'avant que et son programme d'action, c'était désespéré parce qu'il n'y avait pas de solution vraiment. Mais Alcooliques Anonymes ont amené la solution à cette maladie-là. Et l'autre phrase nous dit que le but principal de ce livre est de montrer à d'autres alcooliques comment exactement nous nous sommes rétablis. Donc, ils vont nous donner la recette pour se rétablir. Puis la recette de façon précise, de façon exacte, avec des instructions claires et précises. Donc, c'est dans le Gros Livre qu'on trouve la façon de se rétablir. Dans le 12-12, ça donne plus d'explications, mais ça ne donne pas la recette. La recette est vraiment juste dans le Gros Livre. Ensuite de ça, donc si je veux me rétablir, comme l'ont fait les 100 premiers membres, je suis mieux de suivre la recette que nous ont donnée les 100 premiers membres. Et la recette n'a jamais changé depuis les débuts des Alcooliques Anonymes.
L'alcool n'a pas changé, les alcools n'ont pas changé, puis la recette non plus. Ce qui a changé, c'est plus dans la façon de présenter la solution. Dans les meetings, ce n'est pas toujours évident la solution. Quand on entend un partage ou qu'on est dans un groupe de discussion, ce n'est pas toujours évident. Alors, c'est ça qui a changé. OK. Ensuite de ça, je vais aller à l'opinion du médecin. L'opinion du médecin. On va aller, on parle de l'allergie à l'alcool. Donc, c'est le docteur Silquat, dans l'opinion du médecin, qui nous donne de l'information sur l'allergie. Il dit, on va aller à la page XXIX 29 en chiffre romain, le paragraphe qui commence par « Nous croyons ». Ça dit « Nous croyons, nous l'avons dit il y a quelques années, que les effets de l'alcool sur ces alcooliques… » Il l'a dit il y a quelques années, c'est qu'il avait écrit un article dans un journal médical. C'est ça, pour ça qu'il l'avait dit. Que les effets de l'alcool sur ces alcooliques chroniques sont une manifestation de type allergique. Il dit ce phénomène d'un besoin maladif d'alcool. En anglais, c'est le craving. On connaît ça, le craving, on entend des fois ce terme-là. Le craving se limite à cette catégorie de personnes et ne se produit pas chez les buveurs modérés ou les buveurs normaux. On est donc des buveurs anormaux. On a une allergie, c'est une réaction anormale du corps. OK? Ce n'est pas une réaction allergique que tu peux voir, c'est une réaction allergique que tu peux sentir, le craving. OK? Et on réagit de façon différente physiquement, puis notre esprit même devient déformé par la prise d'alcool. Notre esprit devient donc anormal lui aussi. C'est ça. L'allergie. Qu'est-ce que j'avais dit à propos de ça? Donc, l'allergie se manifeste par le fait que quand je prends un verre d'alcool, ça se métabolise pas bien dans le corps d'un alcoolique. Puis là-dessus, j'ai trouvé, je vous ai parlé la semaine dernière, que dans le métabolisme, ça apparaît parce que l'acétone, il y a des enzymes dans notre corps, dans le foie et dans le pancréas, qui vont réduire les substances en différents éléments. Ça, c'est le métabolisme qu'il appelle. Et dans le métabolisme chez un alcoolique, il y a un déficit d'enzymes ou de qualité des enzymes pour défaire l'alcool. Ça, c'est la première chose que j'ai, dans les choses que j'ai cherchées et que j'ai trouvées. Et ensuite, il y a aussi, vu qu'il y a moins d'enzymes, le processus d'élimination ne se fait pas bien, il ne se rend pas jusqu'à terme. Il reste une substance dans le corps qui est l'acétone ou l'acétate qui reste dans le corps et c'est ça qui déclenche le craving, le besoin maladif d'alcool et qui déclenche le besoin d'en prendre un autre de plus. Puis le problème, c'est que tu en prends un autre de plus puis qu'il reste encore plus d'acétate ou d'acétone dans ton corps et ça va créer encore plus de craving, de besoin de boire plus encore. Donc, c'est ça qui est le problème. Je sais que j'ai mis ça, je m'étais fait un résumé, puis je ne le trouve plus. C'est ça. Puis, il y a différents autres problèmes qui ont découvert chez les alcooliques. Il y a ça, il y a les substances au cerveau qui sont différentes. La dopamine n'est pas en quantité suffisante dans le cerveau d'un alcoolique. Et c'est pour ça qu'on veut toujours retourner. C'est de la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. On en a pas assez. Ça fait que nous autres, pour avoir du plaisir, ça en prend plus de ce qu'on aime, de ce qui nous fait de l'effet. Pour un alcoolique, c'est l'alcool qui fait de l'effet. Donc, on prend plus d'alcool pour avoir l'effet qu'on recherche. Et c'est ça qui est le phénomène dans notre cerveau. Pourquoi le cerveau veut toujours nous ramener à l'alcool? C'est parce qu'il y a toujours une association entre alcool et plaisir.
ça s'est imprégné dans notre cerveau et ça nous drive, ça nous drive vers l'alcool, à recommencer à boire. Et ça, c'est ça le problème de l'alcoolique, parce que on nous parle, le docteur Silquat, lui, nous parle de l'allergie physique. L'allergie physique, s'il y avait juste ça, il n'y aurait pas de problème à arrêter de boire. On aurait juste à arrêter de boire. Puis si on ne recommence pas, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que dans notre esprit, dans notre mental, il y a quelque chose qui nous ramène à l'alcool tout le temps. Et c'est le manque de dopamine qui peut créer ça. C'est l'association qu'on a faite avec alcool et plaisir ou soulagement de notre mal-être intérieur. Joe et Charlie expliquent ça dans ce que j'ai ici, là, par le fait que quand mes émotions deviennent trop élevées, quand les émotions sont à un certain niveau, il n'y a pas de problème, je n'ai pas besoin d'alcool nécessairement. Et quand ça devient plus élevé, là, la conclusion que j'ai dans mon esprit que l'alcool me soulage va revenir à la surface, ça va me ramener à l'alcool. Puis je n'en serais pas nécessairement consciente seulement. Tu sais, ça peut me ramener de façon totalement inconsciente à l'alcool. Si on revient il y a un endroit où ils disent, ah oui, ici à page 30 dans le chiffre romain, XXX, ils disent, ah, mes femmes boivent essentiellement parce qu'ils aiment l'effet produit par l'alcool. L'impression d'évasion qu'il procure est telle que même si les buveurs admettent son effet nuisible sur la santé, ils ne peuvent plus, après un certain temps, différencier ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Ça veut dire que tu n'es plus capable de ramener à ta mémoire les problèmes que tu avais avec l'alcool. Quand l'obsession revient suite à ton état émotionnel qui est perturbé, mettons, tu n'es pas capable de te rappeler que l'alcool est dommageable pour toi. C'est ça qu'ils disent. On n'est pas capable de se rappeler ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Donc, ça fait partie de la maladie mentale, la perte de raison. En deuxième étape, on nous demande à Dieu de nous rendre la raison. C'est parce qu'on l'a perdu. En première, j'ai besoin d'admettre que j'ai perdu la raison. Puis ici, ils disent parce qu'on aime l'effet produit par l'alcool. Il y a des gens qui disent que, ah non, moi, je n'aimais pas l'effet, c'est le goût que j'aimais. Si tu aimais juste le goût, tu n'aurais pas besoin d'en prendre autant. Moi, j'ai beau aimer le jus de canneberge, je ne prendrais pas 2 bouteilles de jus de canneberge. On s'entend-tu? Ben, je n'ai pas d'effet. Mais l'alcool, il y a un effet. Donc, l'alcool vient affecter le centre du plaisir dans mon cerveau. Veux pas. Même si je n'en suis pas conscient, ça affecte le centre du plaisir. Et ça reste en mémoire, ce truc-là. Et c'est pour la partie mentale de la maladie que j'ai besoin d'une puissance supérieure pour me libérer. Toujours à page 30, en chiffre romain, ça continue en disant « Pour les alcooliques, la vie qu'ils mènent est la seule qui soit normale. » Ben oui, nous autres, on pense qu'on est normal et que c'est logique comme ça, là, la façon qu'on a de boire, mais on n'est pas tout à fait normal. Mais ils disent ils sont impatients, irritables et mécontents aussi longtemps qu'ils ne ressentent pas de nouveau cette sensation d'aise et de confort que leur procure quelques verres, ces verres que d'autres prennent impunément sous leurs yeux. Donc, la sensation d'aise et de confort, c'est ça qu'on cherche. C'est, encore une fois, relié au centre du plaisir dans le cerveau. Donc, c'est vrai pour l'alcool, puis ça peut être vrai aussi pour une autre addiction, ou comme pour la nourriture. Quelqu'un qui a associé un certain type de nourriture avec plaisir, c'est associé dans l'esprit, puis ça reste là. Moi, c'est la tarte au sucre. Donc, ils disent, après qu'ils ont une fois de plus succombé au désir de boire et que le phénomène de l'obsession s'accentue, les alcooliques traversent les étapes bien connues de la cuite, dont ils émergent bourrés de remords et fermement résolus à ne plus jamais boire. Et ils disent, ce scénario se répète encore et encore, et à moins que cette personne puisse vivre l'expérience d'un changement psychique total, il y a peu d'espoir qu'elle se rétablisse. Donc, un changement psychique total, c'est un changement dans l'état d'esprit, dans la façon de voir les choses. Au lieu de me fier sur ma volonté déchaînée d'alcoolique, je vais me fier plutôt à une puissance supérieure pour me
comme défense contre le premier verre et non pas sur ma volonté. OK? Y a-tu... Je vais regarder ce que j'avais ici. Il y en a d'autres que j'ai trouvés cette semaine. Je n'ai parlé. Ça. Non, c'est bon. C'est pas mal ça. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur ce que je viens de parler? Oui, s'il te plaît, Jocelyne. Oui. Mon nom est Joanne, je suis une alcoolique. Oui. Le changement psychique total, ça, c'est le résultat d'avoir mis le programme en pratique? Oui. Changement psychique total ou expérience spirituelle ou éveil spirituel, ça s'équivaut pas mal. Le changement psychique total, c'est le résultat de mon évolution spirituelle. OK. Merci beaucoup. Bienvenue. D'autres questions? OK. On sera rendu, donc, j'avais-tu autre chose à vous dire? Ah oui, il y avait l'étude que je vous disais il y a eu une étude qui a déterminé qu'Alcooliques Anonymes est la meilleure solution pour les alcooliques. Et ça, vous pouvez trouver la référence dans le je l'ai mis ici, dans le box 459. Non, ce n'est pas dans le box 459, excusez. C'est dans le document, le rapport de la 71e conférence des services généraux à la page 30. Vous pouvez trouver ça dans le site de la région 89 ou sur a.org. Vous allez trouver ça. Donc, il y a un petit article là-dessus qui parle de l'étude qui a été faite par des scientifiques de l'Université de Stanford, STANFORD. Et vous pouvez trouver ça aussi sur Internet si vous cherchez études alcoolisme, Université de Stanford. Vous allez pouvoir trouver ça. OK. Donc là, on serait rendu à l'histoire de Bill. Là, ça va me prendre du monde pour lire. Comme je vous le disais la semaine dernière, si vous levez la main, je vais prendre selon l'ordre dans lequel vous avez levé la main. Donc, si ça vous tente de lire, me faire signe. OK. Béatrice, vas-y. Tu peux commencer tu peux lire la première page. Ton micro est fermé, Béatrice. Parfait. Oui. L'histoire de Bill. La fièvre de la guerre était grande dans la petite ville de Nouvelle-Angleterre, où jeunes officiers frais et moulus de Plattsburgh, nous avions été cantonnés. Comme nous étions flattés lorsque les notables nous ouvraient la porte de leur maison, nous donnant le sentiment d'être des héros. Tout chantait, l'amour, le triomphe, la guerre, moments sublimes ponctués d'intervalles des plus joyeux. Enfin, je participais à la vie et au milieu de l'allégresse. J'ai découvert l'alcool pour la première fois. J'avais oublié les sévères mises en garde et les préjugés de ma famille au sujet de l'alcool. Le moment venu, nous nous sommes embarqués pour là-bas, outre-mer. Comme je m'ennuyais beaucoup, je me suis de nouveau tournée vers l'alcool. Nous avons débarqué en Angleterre. J'ai visité la cathédrale de Winchester. Très émue, je suis allée me promener. Mon attention fut attirée par une épitaphe gravée sur une vieille pierre tombale. C.J., un grenadier du Hampshire qui passa de vie à trépas. Parce qu'il buvait trop de bière, on n'oublie pas un bon soldat, qu'il meure pour le mousquet ou pour le pichet. Oui. Et je veux juste lire les deux lignes suivantes. C'était là un sinistre avertissement que je n'ai pas pu prendre au sérieux.
Donc, on voit Bill vient du Massachusetts, New Bedford, puis il a découvert l'alcool dans le temps de la guerre, au mois d'août 1918. Ah non, ça c'est le moment où il est parti. Il s'est embarqué pour Outre-mer le 19 août 1918, excusez. Puis, il s'ennuyait, donc il s'est tourné vers l'alcool. Ça revient à ce qu'on disait, le sentiment d'aise et de confort qu'on recherche. On cherche l'effet de l'alcool. Et lui, il cherchait de trouver ça moins plate. Il buvait. OK. Tu veux-tu continuer, Béatrice, à la page 2, le 3e paragraphe? J'ai suivi un cours du soir. Avec plaisir. J'ai suivi un cours du soir en droit et par la suite, j'ai décroché un emploi comme inspecteur dans une société de cautionnement. La course à la réussite était commencée. J'allais prouver au monde entier que j'étais quelqu'un. Mon travail m'a amené à Wall Street et peu à peu, je me suis intéressée au marché des valeurs. Beaucoup y perdaient de l'argent, mais d'autres y faisaient des fortunes. Pourquoi pas moi? J'ai étudié l'économie et les sciences commerciales, en plus du droit. Excusez, mon livre est tellement souligné. En raison de mon penchant pour l'alcool, j'ai failli échouer à mon cours de droit. Je me suis présentée à l'un des derniers examens, trop ivre pour écrire ou même penser. Même si je ne buvais pas encore de façon continue, ma femme s'inquiétait. Nous avions de longues conversations au cours desquelles je tentais de la rassurer en lui disant que les hommes de génie avaient eu leur meilleure idée sous l'effet de l'alcool, que les plus sublimes théories philosophiques étaient nées de la même façon. On voit là un alcoolique qui essaye de se sortir d'une situation déplaisante, puis il trouve des beaux mots et des belles paroles pour essayer d'expliquer sa consommation. Alors, c'est ça. Donc, on voit que sa femme commence à s'inquiéter. Donc, il étudie, mais il boit en même temps, puis il va boire un peu trop. Et ça s'est passé de 1921 à 1924. Donc là, il était dans la course à la réussite. Pour lui, c'était important. Pour Bill, la réussite était vraiment importante. Je vais juste aller à la fin de la page 2. Il dit, mêlant alcool et spéculation, j'ai commencé à forger l'arme qui un jour se retournerait contre moi comme un boomerang et me réduirait en pièces. Donc, c'est parce qu'il a mêlé l'alcool à d'autres substances que c'est arrivé comme ça. Un peu plus tard, à page 3, le 2e paragraphe, il dit qu'ils ont quitté leur emploi pour partir à l'aventure sur une motocyclette pour aller faire la tournée des entreprises de l'Est des États-Unis en vue de déterminer s'ils pouvaient investir ou non dans ces entreprises-là. Donc, il finit le dernier paragraphe, il dit « Au cours de quelques années qui ont suivi, la chance m'a apporté argent et honneur. J'avais réussi. » Donc, là, il avait réussi. Puis, plus loin, il dit « Prendre un verre était devenu une chose importante pour moi et mettait du piquant dans ma vie. » Donc, on voit que c'est une chose importante dans sa vie, mais il n'y a pas encore de problème. Vraiment. Là, il ne parle pas de sa femme chiale à cette période-là, là, mais peut-être qu'elle chialait. Donc, il dit à la page 4, Béa, tu veux-tu lire le paragraphe qui commence par ma consommation d'alcool? Avec plaisir. Béatrice alcoolique, j'avais oublié de le dire. Ma consommation d'alcool a augmenté sérieusement. Je buvais continuellement le jour et presque tous les soirs. Les remontrances de mes amis dégénéraient en dispute et je me suis retrouvée tel un loup solitaire. Il y eut de nombreuses scènes malheureuses dans notre somptueux appartement. Je n'avais jamais été réellement infidèle à ma femme, car ma loyauté envers elle, parfois aidée par mon état extrême d'ébriété, me gardait de ses ennuis. Donc là, on voit qu'il commence à avoir des problèmes. Ses amis ils font des remontrances. Il y a des chicanes dans la cabane.
Fait que ça commence à aller moins bien. Puis il se retrouve tel un loup solitaire. Ça me fait penser à moi quand j'ai bu les dernières années. Les 4 dernières années, j'ai bu à la maison tout seul. Puis quand je sortais, je faisais attention. Fait que je ne me rappelle pas ces 4 dernières années-là si on invitait beaucoup de monde chez nous. Je ne pense pas. Je pense que j'étais devenue solitaire puis sauvage. OK? L'autre paragraphe, il dit qu'il y a eu la fièvre du Golfe en 1929. Puis, il dit au centre du paragraphe qu'il a commencé à être saisi de tremblements le matin. Donc, un autre des symptômes de problème avec l'alcool. Puis, le dernier paragraphe, il dit, puis en octobre 1929, brusquement, l'enfer s'est déchaîné à la bourse de New York. C'est le crash boursier de 1929. Donc, il a eu connaissance de ça. Puis lui, ce qu'il a décidé, c'est qu'il se suicide, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont suicidés à ce moment-là parce qu'ils étaient ruinés vraiment. Puis lui aussi, il dit, j'étais ruiné et plusieurs de mes amis aussi. Les journaux rapportaient que des hommes s'étaient suicidés en se jetant du haut des tours de la bourse. Cela me révoltait. Moi, je ne me suiciderais pas, je suis retourné au bar parce qu'il y avait une solution, l'alcool. Lui, il y avait une solution. Okay? Moi aussi, l'alcool a été une solution à mon mal-être intérieur. C'était ma solution. Ce n'était pas le problème, c'était une solution. Il dit à la fin de ce paragraphe-là, tout en buvant, je me suis senti envahi à nouveau par la même détermination féroce de gagner que j'avais autrefois. Donc, ce n'est pas parce que Bill manque de volonté, pas parce qu'il n'est pas déterminé qu'il continue à boire, parce qu'il est alcoolique, parce qu'il ne peut pas s'empêcher de boire. Alors, je vais passer à Caroline. Merci, Béatrice. Bienvenue. Caroline, tu veux-tu lire le paragraphe qui commence par le lendemain matin? Un paragraphe à la fois, on va en lire 2 et demi. Parfait. Caroline Outremont-Juste compulsive. Le lendemain matin, j'ai téléphoné à un ami de Montréal. Il lui restait encore beaucoup d'argent. Il croyait que je ferais mieux d'aller m'installer au Canada. Le printemps suivant, ma femme et moi avions repris notre train de vie habituel. Je me sentais comme Napoléon au retour de l'île d'Elbe. Pas d'île Sainte-Hélène pour moi. Mais l'alcool m'ayant rattrapé, mon généreux ami fut contraint de se séparer de moi. Cette fois, nous allions rester sans argent. Donc, excuse-moi, Caroline, je vais juste commenter ce paragraphe-là. Donc, il a trouvé, tu sais, il est débrouillard, hein? Il trouve une solution, il connaît un ami, il a des connaissances depuis le temps qu'il est dans la finance. Donc, il a un ami à Montréal, puis il vient s'installer à Montréal. L'alcool l'a rattrapé. Donc, encore là, les ennuis commencent à le suivre pas mal. Donc, il dit, cette fois-là, à compter de là, nous allions rester sans argent. OK, tu peux continuer. Nous sommes allés vivre chez les parents de ma femme. J'ai trouvé un emploi que j'ai perdu par la suite à cause d'une querelle avec un chauffeur de taxi. Heureusement, personne ne pouvait deviner que pendant 5 ans, j'allais demeurer sans emploi véritable et ne pas me dégriser un seul instant. Ma femme avait trouvé du travail dans un grand magasin et quand elle rentrait à la maison épuisée, elle me trouvait saoul. Chez les courtiers où je traînais, j'étais devenue un indésirable. OK, tu peux lire le paragraphe suivant. L'alcool n'était désormais plus un luxe, mais une nécessité. 2 et parfois 3 bouteilles de gin de contrebande par jour avaient fini par constituer ma ration coutumière. De temps en temps, une petite transaction me rapportait quelques centaines de dollars. J'acquittais alors mes dettes dans les bars et les casse-croûtes. Le même manège se répétait sans cesse et j'ai commencé à m'éveiller très tôt le matin, secoué de violents tremblements. Il me fallait boire au moins un grand verre de gin et 6 bouteilles de bière avant d'être en mesure de prendre mon petit déjeuner. Néanmoins, je demeurais convaincu de pouvoir maîtriser la situation. Je traversais des périodes de sobriété qui redonnaient espoir à ma femme. C'est ça. Fait qu'encore là, excuse, l'alcool, quand tu dis ici, l'alcool n'était plus un luxe, mais une nécessité. Donc,
Avant, l'alcool, c'était un plaisir. Là, c'est devenu une nécessité. Il boit parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'il faut qu'il boive absolument. Donc, il commence à avoir des tremblements, mais il est convaincu de pouvoir maîtriser la situation. Comment ils disent ça dans le gros livre, à quelque part, on se vend des idées. On se vend des idées fausses, puis on les croit. C'est ça, ça fait partie de la maladie mentale de l'alcoolique. Le fait de croire des idées fausses. Il n'est pas en rapport, il n'est pas connecté avec la réalité. Donc là, après ça, il dit les choses se sont détériorées peu à peu. Puis là, plus loin, c'est une affaire prometteuse s'est présentée. Il devait toucher une part généreuse des profits, puis une cuite magistrale lui a fait perdre cette occasion-là. Donc, on voit qu'il est complètement, il n'est plus assez rationnel pour mener à bien ses affaires. Tu peux continuer. À ce coup, m'a ouvert les yeux, Caroline? Ce coup m'a ouvert les yeux. Il fallait que ça cesse. Je me suis rendu compte que je ne pouvais plus prendre même un seul verre. J'en avais fini pour toujours. Jusque-là, j'avais fait quantité de belles promesses. Mais ma femme a senti, toute heureuse, que j'étais vraiment sérieux cette fois. Effectivement, je l'étais. Peu de temps après, je suis rentrée ivre à la maison. Je n'avais même pas résisté. Qu'était-il donc arrivé à ma grande résolution? Je n'en avais pas la moindre idée. Je n'y avais même pas pensé. Quelqu'un m'avait tendu un verre et tout bonnement je l'avais pris. Étais-je fou? Je commençais à me le demander. Tant d'inconséquences me semblaient frôler la démence. OK. Donc, là, il veut arrêter. Tu sais, il en a fini pour toujours. Puis là, il est sincère. On ne peut pas dire qu'il n'est pas sincère. Il est sincère, il veut arrêter. Il était sérieux, très sérieux. Pourtant, il rentre à la maison. Pourquoi? C'est l'insanité de l'alcoolisme qui l'a ramené à la bouteille. Il n'y a pas la raison par rapport à l'alcool. C'est pour ça qu'il dit, étais-je fou? Ben oui, il était fou. Par rapport à l'alcool, perdre la raison, c'est une forme de folie. Dans le gros livre, en anglais, il appelle ça l'insanité de l'alcoolisme. L'insanité, c'est le fait que je n'ai pas la raison par rapport à l'alcool. Je me suis vendu tellement d'idées fausses, j'en suis venue à les croire, ça fait partie de mon circuit, des circuits de mon cerveau, puis je n'ai pas le pouvoir de changer ça. Donc, puis quand il y a comment je dirais bien ça, quand il y a une bataille entre la volonté, c'est-à-dire je ne veux pas boire, puis l'insanité, qui vous pensez qui, l'insanité ou l'obsession, qu'est-ce qui gagne? C'est l'obsession, l'insanité. Tu ne peux pas te battre continuellement contre l'obsession ou l'insanité. Tu vas perdre, tu vas finir par perdre. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une puissance supérieure. Tu veux-tu continuer le paragraphe suivant et un petit bout de l'autre? Okay. J'ai renouvelé ma résolution et j'ai essayé de nouveau. Après un certain temps, la confiance que j'avais acquise a commencé à faire place à la présomption. Je pouvais tourner le dos au bar et à l'alcool. J'avais désormais ce qu'il me fallait. Un jour, je suis entrée dans un café pour téléphoner. En un rien de temps, j'étais au bar, martelant le comptoir en me demandant comment c'était arrivé. À mesure que le whisky me montait à la tête, je me disais que je m'en tirais mieux la prochaine fois, mais que pour l'instant, il valait mieux prendre un bon coup. Ce que j'ai fait. Je ne pourrai jamais oublier le remords, l'horreur et le désespoir que j'ai ressentis aux premières lueurs du jour. Le courage de combattre n'y était tout simplement pas. Je n'arrivais pas à mettre de l'ordre dans ma tête agitée et j'avais le sentiment terrible d'une catastrophe imminente. OK, on va arrêter là. Donc, c'est ça, encore une fois, là, il a renouvelé sa résolution de ne pas boire, puis il a essayé. Puis là, à un moment donné, il a eu tellement confiance en lui qu'il a recommencé à boire, puis sans même s'en rendre compte. Hein, il n'y a pas
n'y a pas de préméditation dans le fait de retourner boire. Là. Il arrive, il est au bar, puis il boit. Puis il ne sait pas comment il s'est rendu là, comment c'est arrivé. On en voit combien de ça dans le mouvement? Des renouveaux qui reviennent après avoir été boire, puis ils ne savent pas comment ça qu'ils sont retournés boire. Pourtant, ils ont fait leur première étape. Lui, il avait admis qu'il y avait un problème, tu sais. Mais ce n'est pas suffisant pour arrêter de boire. La première étape, elle a une promesse. C'est laquelle? La promesse de la première étape. Dis-moi dans ça de fort, Fabien. Je t'ai vu, j'ai compris. Elle promet que tu vas retourner boire. C'est ça. La première étape te promet juste que tu vas retourner boire. Elle dit que tu es impuissant devant l'alcool. Si tu es impuissant, tu vas continuer à boire. Si tu restes là, si tu ne vas pas plus loin que la première étape, tu vas retourner boire. C'est ça que ça dit. Moi, je me reconnais beaucoup quand tu parles de le remords, l'horreur et le désespoir. J'étais comme ça dans la dernière année que j'ai bu. J'étais dans le remords, l'horreur et le désespoir. Il y a une autre petite bout, page 7 toujours, le dernier paragraphe. Le corps et l'esprit sont de merveilleuses machines car les miens ont résisté à cette agonie pendant 2 autres années. Il est fait fort. Parfois, lorsque la terreur et la folie du matin s'emparaient de moi, je volais de l'argent dans le mec du porte-monnaie de ma femme. Puis, c'est ça, il allait boire. À la page 8, tu veux-tu continuer, Caroline, grâce à la sollicitude de ma mère? Là, on est rendu à l'automne 1933, pour votre information. Grâce à la solitude de ma mère et de mon beau-frère médecin, j'ai été admis dans un hôpital reconnu dans tout le pays pour son programme de réhabilitation physique et mentale pour alcooliques. Sous les effets d'un traitement à la belladone, mon esprit était éclairci. L'hydrothérapie et le léger exercice m'ont aussi fait du bien. Mieux encore, j'ai connu un médecin préhensif. Il m'a expliqué que si j'étais incontestablement égoïste et écervelé, j'avais néanmoins été gravement malade, physiquement et mentalement. J'ai été quelque peu soulagée d'apprendre que chez les alcooliques, la volonté est étonnamment faible lorsqu'il s'agit de combattre l'alcool, alors que souvent elle est ferme dans d'autres domaines. Je trouvais enfin une explication à mon comportement incroyablement en désaccord avec mon désir intense de cesser de boire. Comprenant enfin ma condition, je suis parti plein d'espoir. Pendant 3 ou 4 mois, l'optimisme m'a donné des ailes. J'allais en ville régulièrement et j'ai même fait un peu d'argent. La connaissance de soi. Voilà où se trouvait sûrement la réponse. Ce n'était pas la bonne réponse, car le jour terrible est venu où j'ai bu de nouveau. Ma santé morale et physique a coulé à pic. Après un certain temps, je suis retournée à l'hôpital. J'ai eu l'impression... On peut arrêter là. C'est ça. Donc, il a été admis à l'hôpital en août 1933, a été soigné par le docteur Silkworth. Et le docteur Silkworth lui a expliqué la maladie de l'alcoolisme. Puis, il lui a expliqué la maladie physique, puis il lui a expliqué la maladie mentale. Donc là, il se comprenait, il comprenait sa condition. Donc, il y avait tous les éléments. Il a fait sa première étape. Elle est faite là. Pourtant, il sort de l'hôpital, puis il retourne boire. Tu sais, donc, la première étape ne l'a pas empêché d'aller boire. Il connaît le problème. La première étape, c'est juste la compréhension du problème. Savoir c'est quoi mon problème. Si je ne comprends pas bien quel est le problème, je ne pourrais pas trouver la bonne solution. On s'entend? C'est la première, dans le processus de solution de problème, la première étape, c'est toujours la compréhension du problème. Compréhension du problème et de ses causes.
Donc, c'est ça, il a eu l'information, puis il sait. Mais ça ne l'empêche pas de retourner boire. Parce qu'il y manque quelque chose. Il manque quoi, selon vous? Le Monique? réveil spirituel. Le réveil spirituel. Oui. Puissance supérieure. Puissance supérieure, oui. La solution, la puissance supérieure, c'est ça. Il n'y a pas la solution. Il y a juste le problème. Il y a juste la définition du problème. C'est pas assez. C'est pas assez pour faire un changement, dans quelque domaine que ce soit. Si tu as juste conscience de ton problème, tu ne peux pas faire de changement. OK. Caroline, je vais te laisser lire la page 9, le dernier paragraphe. Non, l'avant-dernier. Puis le dernier. Il n'y a pas de mots. Ça va-tu, Caroline? Je ne t'entends pas, Caroline, tu es gelée, je pense. Oui, elle est gelée. OK, je vais passer à Joanne. Joanne, tu peux-tu lire, s'il te plaît? Page Bien 9. sûr. Il n'y a pas de mots pour décrire la solitude et le désespoir que j'ai vécu dans la mer noirceur de l'apitoiement. Je me sentais comme entourée de sable mouvant. Je devais trouver un adversaire à ma mesure. J'étais vaincue. L'alcool est devenu mon maître. Lorsque j'ai quitté l'hôpital en tremblant, j'étais un homme brisé. La peur m'a empêché de boire un moment. Puis, le jour de l'armistice, en 1934, l'insidieuse aberration de ce premier verre m'a repris et encore une fois, j'ai recommencé. Tout s'était résigné et acceptait l'éventualité certaine de mon internement ou de ma fin misérable. Comme il fait noir avant l'aurore. En fait, je vivais le début de ma dernière libération. J'étais sur le point d'être catapultée dans ce qui me plaît d'appeler la 4e dimension de l'existence. J'allais découvrir le bonheur, la paix et une raison d'être grâce à un mode de vie qui se révèle incroyablement plus merveilleux de jour en jour. Merci. Donc, dans le premier paragraphe que Joanne a lu, c'est le bas fond. Il décrit son bas fond, la solitude et le désespoir dans la mer noirceur de l'apitoiement. Je me reconnais là-dedans aussi. Tu sais, il était vaincu. Encore là, c'est sa première étape. L'alcool, il a reconnu que l'alcool était devenu son maître. Il a reconnu qu'il était impuissant devant l'alcool. Puis là, il était brisé cette fois-là. Il n'était pas, tu sais, l'autre fois, la première fois qu'il est allé à l'hôpital, quand il est sorti de là, il était super confiant. Là, cette fois-là, il est brisé, puis il a peur. La peur, elle l'a empêché de boire pendant un moment, mais elle m'a amené. L'aberration ou l'insanité l'a repris, puis encore une fois, il a recommencé. Donc, la peur ne t'empêchera pas de rester, t'empêchera pas de boire à nouveau. Des fois, on entend dans l'alcoolique anonyme, pense à ton dernier verre, pense à ta dernière brosse. Je suis désolée, mais ça ne t'empêchera pas de recommencer. Pas ça qui va t'empêcher de recommencer. Ça peut t'empêcher une fois ou deux, peut-être, pendant un bout de temps, mais ce n'est pas ça qui va t'empêcher de recommencer de façon permanente. Donc, après ça, là, il raconte, on ne lira pas tout ça, là, mais il raconte qu'à la fin de novembre, ça c'est 1934, à la fin de novembre 1934, il est assis dans sa cuisine, puis le téléphone a interrompu sa rêverie. C'est son ancien camarade d'école, Ebby Thatcher, qui lui demandait s'il pouvait passer le boire. Puis il était à jeun, donc il était... C'était un état qui n'était pas habitué de voir son ami à jeun, vraiment. Apparemment, il trouvait que Ebby buvait plus que lui. Mais quand il est arrivé, c'est ça, à la maison, il a senti qu'il était différent, sans qu'il puisse expliquer comment. Qu'est-ce qui s'était-il passé?
Joanne, veux-tu continuer à lire? Je lui ai tendu un verre, il a refusé. On était à la page 11, je crois. Joanne, À quel endroit? à la page, fin de la page 10 ou début de la page 11. Je lui ai OK, tendu un OK. verre. Je lui ai tendu un verre. Il a refusé. Déçu, mais curieux, je me demandais ce qui est arrivé à mon ami. Il n'était pas lui-même. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé. Il m'a regardé droit dans les yeux. Simplement, mais en souriant, il m'a dit, j'ai trouvé la religion. J'étais horrifiée, c'était donc ça. L'été dernier, cinglé de l'alcool, et maintenant, j'en avais bien l'impression, cinglé de la religion. Il y avait de l'émerveillement dans ses yeux. Mon ancien copain s'était bel et bien enflammé pour la religion. Mais je voulais bien le laisser discourir. Et puis, mon gin durerait plus longtemps que son sermon. Mais il a parlé sans emphase, posément. Il m'a raconté comment 2 hommes s'étaient présentés à la cour et avaient persuadé le juge de suspendre sa sentence d'internement. Il avait fait mention d'une idée simple fondée sur la religion et d'un programme d'action à mettre en pratique. Cela s'était produit 2 mois auparavant et le résultat était éloquent. Ça marchait. Il était venu. Oui. Oui, lis l'autre paragraphe. Continue. Il était venu me faire bénéficier de son expérience si je le désirais. J'étais renversée, mais la chose m'intéressait. Bien sûr qu'elle m'intéressait. Je ne pouvais faire autrement car je n'avais plus d'espoir. OK, merci. Donc, c'est ça. Donc, son ami a trouvé la religion. Dans ce temps-là, il parlait de religion plutôt que de trouver la spiritualité ou trouver Dieu. Puis là, il voyait bien qu'il s'était passé quelque chose. Tu sais, il s'expliquait pas comment son copain était changé, mais là, il a compris pourquoi. Il dit qu'il y avait de l'émerveillement dans ses yeux. Puis moi, c'est ce que j'ai vu quand je suis arrivée aussi à Alcooliques Anonymes. J'ai vu des gens qui avaient l'air heureux sans alcool, puis ça a été suffisant pour me donner le goût d'avoir ce qu'il y avait. OK? Puis là, il fait mention d'une idée simple fondée sur la religion. Donc ça, c'est l'idée de l'abandon à Dieu, qui est la deuxième étape. Nous sommes venus à croire que Dieu pourrait nous rendre la raison. Donc ça, c'est la deuxième étape. Dans le fond, c'est la solution. C'est la solution qui est identifiée. C'est un Dieu, une puissance supérieure, qui va pouvoir te rendre la raison parce que tu l'as perdu. Puis le programme d'action à mettre en pratique, ce sont les étapes 3 à 12 qui vont me permettre d'établir une relation avec cette puissance supérieure-là. Parce que la deuxième étape, si on identifie la solution, mais la solution, c'est le résultat final. Dieu va me rendre la raison. Dieu va me rendre la raison quand je vais avoir mis en pratique ce programme d'action-là. Quand je vais avoir travaillé les étapes suivantes. Ça ne se produira pas à la deuxième étape tout de suite. Je vais avoir un soulagement, c'est sûr, quand je vais commencer à y remettre mes problèmes, mais le soulagement permanent va venir de la mise en pratique du programme. Donc, Ebi était venu lui faire bénéficier de son expérience. Il a fait une 12e étape avec lui. Puis, il dit qu'il était intéressé parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Dans le fond, c'est un peu le cadeau de la première étape. La première étape me dit que je vais continuer à boire, mais il y a un cadeau, c'est le cadeau que si je suis désespérée suffisamment, je vais m'accrocher à la solution. Je vais m'accrocher à la solution spirituelle qui m'est présentée dans le mode de vie. Ça va-tu jusque-là? Y a-t-il des questions jusqu'à maintenant? Questions ou des commentaires? Non, ça va? OK. On va continuer. Donc,
là, il a parlé, son chum a parlé pendant des heures. Il dit ça, là, il a parlé pendant des heures. Puis bon, on va aller à la page 12. J'avais toujours cru. J'avais toujours cru en une puissance supérieure. J'avais souvent réfléchi à ces choses. Je n'étais pas athée. Peu de gens le sont réellement car l'athéisme implique la foi aveugle dans l'hypothèse étrange que cet univers est sorti du néant et ne mène nulle part. Mes idoles intellectuelles, les chimistes, les astronomes et même les évolutionnistes supposaient que de grandes lois et de grandes forces régissaient ce monde. En dépit d'indices qui laissaient croire le contraire, il me semblait évident qu'un principe et un ordre puissant sous-tendaient tout cela. Comment pouvait-il exister tant de lois précises et immuables sans l'intervention d'une forme d'intelligence? Je ne pouvais faire autrement que de croire en un esprit de l'univers, dans lequel ne connaissait ni temps ni limite. Mais je n'étais pas allé plus loin. C'est là que je m'éloignais des ministres du culte et du monde de la religion. Lorsqu'on me parlait d'un Dieu qui m'était personnel, d'un Dieu qui était amour, force surhumaine et guide, je devenais irritée et mon esprit se fermait d'un coup à pareille théorie. Au Christ, je concédais la valeur d'un grand homme dont l'exemple était plus ou moins suivi par ceux qui se réclamaient de lui. Son enseignement moral, excellent. Pour ma part, j'en avais retenu les principes qui me semblaient pratiques et qui n'étaient pas trop exigeants. Le reste, je l'écartais. C'est beau. Merci. Donc, il n'était pas athée, il croyait en Dieu, mais un Dieu un peu comme moi, j'ai l'impression, en tout cas, comme je le concevais à ce moment-là, un Dieu qui était loin dans le ciel, qui n'a pas trop le temps de s'occuper de moi. C'est pour ça qu'il disait, quand on parlait d'un Dieu qui était personnel, qui pouvait être personnel à lui ou qui était amour, il pouvait l'aider. Dans le fond, moi, c'est ça, mon idée, c'était que Dieu était loin dans le ciel et il n'avait pas le temps de s'occuper de moi. Avant de rencontrer Alcooliques Anonymes, c'était ça. Mais dans les partages que j'ai entendus dans les premières années, ça m'a convaincu que peut-être que Dieu pourrait m'aider. Bien, convaincu. Ça m'a amené à croire que peut-être Dieu pourrait m'aider. Donc, j'en suis venue à essayer ce concept-là à quelque part, de demander de l'aide à Dieu, puis d'attendre des résultats, puis ça a marché. Merci mon Dieu, tu sais. Donc, l'autre paragraphe, il parle des choses qu'il n'aimait pas dans la religion, les luttes pour la religion, les guerres au nom de la religion. Pour lui, c'était plutôt signe que le diable était à l'œuvre plutôt que Dieu dans ces choses-là. Donc, là, son ami est toujours devant lui. Je vais demander merci Joanne pour ta lecture jusqu'à maintenant. Je vais demander à Fabien qui a levé la main de lire aussi. Mais mon ami qui restait assis devant moi, a déclaré de but en blanc que Dieu avait fait pour lui ce qu'il n'avait jamais pu faire pour lui-même. Sa volonté d'inné avait échoué. La médecine l'avait déclaré irrécupérable. La société s'apprêtait à l'enfermer. Comme moi, il avait admis sa défaite totale. Puis, il était littéralement ressuscité des morts, soudainement tiré des bas-fonds pour accéder à une vie meilleure que tout ce qu'il avait connu auparavant. Ouais, donc là, oui, je vais commenter ça. Donc, il a dit que Dieu a fait pour lui ce qu'il n'avait jamais pu faire pour lui-même. On a ça, si vous vous souvenez bien, dans nos promesses. On dit que Dieu va faire pour nous ce qu'on ne pouvait pas faire par nous-mêmes. Donc là, il commence à parler des promesses des Alcooliques Anonymes, promesses du mode de vie, les promesses de la première étape. Donc, il parle de la solution. Là, ici, il commence à parler de la solution. Il dit que, comme lui, il avait admis sa défaite totale. Donc, Abby avait fait sa première étape lui aussi. Dans les groupes Oxford, parce que Abby, il fréquentait les groupes Oxford. C'est de là que lui était venue sa solution.
c'est la solution spirituelle. Nos étapes proviennent des étapes des groupes Oxford. Bill les a réécrites un peu différemment, puis il les a allongées parce que les étapes des groupes Oxford étaient au nombre de 6 seulement. Mais dans nos 12 étapes, Bill les a détaillées un peu plus. Donc, il donne aussi là-dedans un résultat du mode de vie quand il dit qu'il était littéralement ressuscité des morts, tiré des bas-fonds pour accéder à une vie meilleure que ce qu'il avait connu auparavant. Donc, ça, c'est des résultats du mode de vie. Cette force venait-elle de lui? Non, bien sûr. Il n'y avait pas eu en lui plus de force que je n'en avais en 7 minutes même, c'est-à-dire absolument aucune. Donc là, son opinion sur les miracles a changé. Finalement, il a compris que peut-être que les miracles existent et ça pourrait peut-être s'appliquer à lui. Tu veux-tu continuer à lire le dernier paragraphe, Fabien, malgré cette preuve vivante? Malgré cette preuve vivante, qui était mon ami, des restes de vieux préjugés persistaient dans mon esprit. Le mot Dieu soulevait encore en moi une certaine antipathie. Mon sentiment de révolte s'est intensifié lorsque fut exprimée l'idée qu'un Dieu existait peut-être pour moi. Ce concept me déplaisait. J'acceptais qu'on parle d'une intelligence créatrice, d'un esprit universel ou de l'âme de la nature, et je résistais au concept d'un empereur des cieux, si aimable que puisse être sa domination. Depuis, j'ai parlé à quantité d'hommes qui pensaient comme moi. Mon ami m'a fait une suggestion qui m'a semblé nouvelle. Pourquoi ne choisis-tu pas ta propre conception de Dieu? Je vais continuer encore 2 paragraphes. Sa proposition m'a ébranlé. J'ai senti fondre la montagne de glace des préjugés intellectuels dans l'ombre desquels j'avais vécu et tremblé pendant des années. Enfin, je retrouvais la lumière du soleil. Il suffisait que j'accepte de croire d'une puissance supérieure à moi-même. Je n'avais rien de plus à faire pour commencer. J'ai vu que ce que pouvait être le point de départ de la croissance. En adoptant une attitude de concrète bonne volonté, je pourrais connaître le changement que je constatais chez mon ami. Pourrais-je y parvenir? Bien sûr. Merci. Donc, c'est ça. Donc, comme il résistait au concept de Dieu ou au mot Dieu, son ami Ebi lui a parlé de choisir sa propre conception de Dieu. Ça vient encore là des groupes Oxford. Le groupe Oxford n'était pas relié à une religion connue. C'est pour ça qu'il disait aux gens de choisir, ils pouvaient choisir une conception de Dieu, leur propre conception de Dieu. Donc, à ce moment-là, Bill a compris un peu c'est quoi la deuxième étape. C'est ça qu'il nous parle ici quand il dit « Il suffisait que j'accepte de croire en une puissance supérieure. Je n'avais rien de plus à faire pour commencer. » J'ai vu que c'était le point de départ de la croissance, en adoptant une attitude de complète bonne volonté. La bonne volonté, c'est la bonne volonté de mettre en pratique le reste du programme. C'est ça la bonne volonté qu'il y a besoin là-dedans. Là. Je pourrais connaître le changement que je constatais chez mon ami. Donc, en étant disposé à travailler le mode de vie, il pourrait connaître le changement. Donc, en paragraphe suivant, la première phrase, il dit « Ainsi, je suis devenu convaincu que Dieu porte attention aux hommes à condition que ceux-ci le désirent suffisamment. » C'est ça. Si tu ne veux pas avoir Dieu dans ta vie, il ne forcera pas la porte. C'est à toi à rouvrir la porte. Il n'y a personne d'autre que toi qui peut faire ça. Si tu veux continuer, Fabien, encore un peu, le dernier, à la page 14 ou au début de la page 15, c'est parce que d'une réimpression à l'autre, des fois, ils ont changé, l'interligne n'est pas tout à fait pareil, donc ça donne des résultats différents. Ça commence par « à l'hôpital ». On m'a éloigné de l'alcool pour la dernière fois. Le traitement semblait indiqué car je montrais des signes de délirium rhématique. Puis je me suis humblement offert à Dieu tel que je le concevais alors.
lui demandant de disposer de moi comme il l'entendait. Je me suis confié à lui sans réserve pour qu'il me guide et me protège. Quelle étape? La troisième? Il a fait sa troisième étape, il s'est confié à Dieu. OK. Ensuite? J'ai admis que seul je n'étais rien, que sans lui j'étais perdu. C'est quelle étape, ça? La deuxième? Hmm, Non? Quatrième. Ah. non, Non? non. La première. Ah, Il est impuissant. Seul, je n'étais rien. Il est impuissant. Sans lui, je suis perdu. Je ne suis pas capable. OK? Sans me ménager, j'ai regardé mes fautes en face et consenti. OK. C'est quoi ça? J'ai La quatrième. Quatrième. Mhm. Et consenti à ce que mon tout nouvel ami les externe. Ça, c'est quel? C'est ça? Ouais. Dès lors, je n'ai plus pris un verre. Quelque chose? Mhm. Ça, c'est un résultat du mode de vie. Tu veux-tu continuer? Mon ancien camarade de classe est venu me voir et je lui ai fait part de tous mes problèmes et de tous mes défauts. C'est quoi ça? Le cinquième. Oui. Il faut que j'écrive un petit peu. Mhm. Nous avons dressé la liste des personnes à qui j'avais causé du tort ou envers qui je nourrissais du ressentiment. C'est quelle étape? Vite, Non, vite. non. Ils ne sont pas dans l'ordre. C'est la quatrième. Encore le quatrième, j'ai dressé la liste, OK. Oui, mais je reste la liste des personnes à qui j'ai fait du tort ou avec qui je faisais du ressentiment. Ben oui. Mes torts puis mes ressentiments. C'est la C'est bon, quatrième. Christiane. C'est ça. Mhm. Donc, je me suis montré entièrement disposé à rencontrer ces personnes et à admettre mes torts. Sans jamais les juger. C'est quelle étape? Sans jamais les juger. Mhm. Vite. 8, Ouais, c'est vite. Ouais. c'est ça. J'allais redresser tous les torts causés du mieux que je pouvais. 9. C'est ça. En plein ça. OK. Donc, on voit dans ces deux paragraphes-là, là, il a fait les étapes 1 à 9. En très peu de temps. Il est à l'hôpital. C'est un 2, 3, 4 jours max. Il a fait ses étapes. On s'est entendu qu'une autre, des fois, on dit au nouveau, prends ton temps. Prends ton temps, ça presse pas. Je regrette, mais ça presse. Pourquoi ça presse? Parce que si tu profites du moment où il est désespéré, c'est là qu'il veut le plus s'en sortir. C'est là qu'il est prêt à se donner un coup de pied pour remonter quand il est dans le bas fond. Si tu attends un an, ouf, je suis pas si pire, là. Il est revenu pas pire. Pourquoi il aurait besoin d'aller faire une quatrième étape? Il est revenu pas pire. C'est quand il est dans le bas fond que c'est le temps de les amener vers le mode de vie rapidement. Aujourd'hui, on va moins vite que 3-4 jours, là, mais on essaye quand même. Moi, en tout cas, personnellement, aujourd'hui, quand il y a une nouvelle qui me demande de l'aide, je vais l'embarquer aussitôt que possible dans le mode de vie, avec le gros livre. OK. Tu peux continuer, Fabien. Je devais mettre en épreuve ma nouvelle conscience de la présence de Dieu en moi. Le bon sens serait le contraire de ce qu'il avait été jusqu'à présent. Dans le doute, je devais m'asseoir, tranquille, et demander seulement que me soit donnée la force et la lumière pour régler mes problèmes de la façon dont il le voulait.
Jamais je ne devais prier pour moi-même, sauf pour demander de devenir plus utile aux autres. Ainsi seulement pouvais-je espérer être exaucé. Et dans ce cas, je devais l'être abondamment. OK, merci Fabien. Donc, c'est ça, ici, il parle de conscience de la présence de Dieu. C'est quelle étape, ça? 11e. Puis, demander de devenir plus utile aux autres. Être utile aux autres, c'est quelle étape? La 12e. Oui, enfin ça. OK, on va passer à José, qui a levé la main aussi. Je vais essayer de te garder un peu de texte avant qu'on termine. Fait que tu veux continuer avec mon ami m'a promis? Bien sûr, avec plaisir. On m'entend bien? Oui. Parfait. Mon ami m'a promis que lorsque j'aurais fait ces démarches, je vivrais un nouveau genre de relation avec mon Créateur, que j'aurais en main les éléments d'un mode de vie qui apporterait la solution à tous mes problèmes. Essentiellement, il suffisait de croire en la puissance de Dieu et de se montrer disposé, en toute humilité et en toute honnêteté, à établir et à maintenir ce nouvel ordre des choses. OK. Donc, la première phrase, ce sont les promesses du mode de vie. Donc, c'est l'éveil spirituel. Je vais vivre un nouveau genre de relation avec mon Créateur, puis je vais avoir un mode de vie qui va apporter la solution, pas juste à mon problème d'alcool, la solution à tous mes problèmes. Donc, ça, c'est une partie de la 12e étape qui nous dit « ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes ». Donc, ça signifie que là, quand je suis rendue à la 12e, j'ai eu un réveil spirituel. Puis, quand il dit ensuite, il suffisait de croire à la puissance de Dieu, ça c'est quelle étape? Et se montrer disposé à établir et maintenir ce nouvel ordre des choses. C'est quelle étape, José? Attends, oui. Tu m'embêtes. Suffisait de croire. Écoute, je pourrais quasiment les réciter par cœur, mais un de plus. C'est dans les débuts, ça, et il me semble. Nous en sommes venus à croire. Nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure pourrait nous rendre la raison. C'est deux? Ouais. C'est deux, ça? C'est ça, c'est ça. Puis, même chose pour se montrer disposé à établir et maintenir ce nouvel ordre des choses. Ça fait partie de, c'est quand on disait la complète bonne volonté ou complète, comment il disait ça tout à l'heure? La deuxième, que je trouve, la deuxième. Je crois. Attitude de complète bonne volonté. Donc, se montrer disposé en toute humilité, honnêteté, établir et maintenir ce nouvel ordre des choses. C'est se montrer disposé. Puis établir et maintenir ce nouvel ordre des choses, c'est la 3e à la 12e. Ouais. Puis, Jocelyne, je ne veux pas qu'on en discute présentement parce que de toute façon, il commence à se faire tard. Mm-hmm. Puis, mais juste que tu le gardes peut-être en tête pour dans tout le processus qu'on fait, parce que je tiens vraiment à être là tous les mardis soirs. Mais tu vois, moi, cette étape-là, la 2e, je trouve ça un peu lourd. C'est comme un peu utopique pour moi de « Oh, je confie tout et il y a comme quelque chose de miraculeux. » Mais en tout cas, je sais qu'on va y revenir. Juste que tu le gardes en tête ou si je suis la seule, ben on oubliera le programme, là, mais non, juste le garder. Ben, oui. Je pense pas. Mais c'est ça. Fait que si on y revient, peut-être juste le garder dans ta tête pour oui, on va y revenir, c'est sûr. Les prochaines sessions. C'est beau. Alors, est-ce que je continue avec c'était simple? Oui, les 2 paragraphes suivants. C'était simple, pas en tout. C'était simple, mais pas facile. Il fallait y mettre le prix. Cela signifiait l'anéantissement de mon égocentrisme. Je devais m'en remettre en toute chose au Père de lumière qui règne sur nous tous. Ça, c'est la... Aïe, aïe, aïe. C'est quelle étape, ça?
Ben, on Non. revient à la deuxième. Je devais m'en remettre en Non. toute chose. C'est la 11e. C'est Oh, pour- OK. La deuxième puis la 11e, si on parle de spiritualité beaucoup, là, tu sais, quand je suis rendue à m'en remettre à Dieu. En deuxième, je commence à croire. OK. Ensuite, je En reviens. 11e, là, je dis, ben, c'est ta volonté, non la mienne. C'est ça, dans le fond, que ça dit, c'est de m'en remettre en toute chose au Père de lumière. C'est dire, Dieu, mon Dieu, ta volonté, non la mienne. Fait que définitivement, je ne suis pas rendue là. On peut y arriver. Dire. Ben oui, c'est pour ça que Oui. je suis là. OK. Mhm. Ces propositions étaient radicales et révolutionnaires, mais à partir du moment où je les ai acceptées, l'effet a été électrisant. J'ai éprouvé une impression de victoire, suivie d'une sensation de paix et de sérénité que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'étais pleinement confiante. Je me sentais transportée, comme si le grand vent frais des cimes avait soufflé à travers moi. La plupart du temps, Dieu vient aux hommes graduellement, mais dans mon cas, la rencontre a été soudaine et profonde. C'est ça. Donc, il y a eu Pen- une expérience spirituelle. Il y a une expérience spirituelle, c'est une expérience soudaine qui change profondément les choses, mais qui va s'atténuer. Autrement dit, c'est une expérience qui peut durer une demi-journée. Moi, je n'ai eu une, un moment donné, ça avait duré une demi-journée. Un état de paix profonde, puis de sentiment d'être habité. Puis tu n'as pas envie de bouger, tu n'as juste... T'es pas dans le hamster qui tourne tout le temps, tu es vraiment un état de paix profonde. Ça dure, c'est temporaire, mais ça amène quand même un changement. Il y a l'éveil spirituel qui est plus sur un laps de temps, le fait de travailler le mode de vie va t'amener à un éveil spirituel. Mais ce n'est pas tout le monde qui va avoir des expériences spirituelles comme ça, soudaines et transformatrices. Ça peut arriver en douceur, tranquillement, pas vite, un éveil spirituel qui est manifesté par un changement d'état d'esprit, le changement psychique. Changer ma façon de voir les choses, ça signe d'un éveil spirituel. Ça va? Là, il nous reste un paragraphe à lire avant de terminer. Tu veux-tu lire ça? Mon ami avait insisté. Je pense que ça doit être à la page 17. Ces propositions. Ah non, page 17. Oui, celui-là, c'est vrai, je l'ai pas. On ne l'a pas lu, ces propositions interradicales. Oui, tu l'as lu? Oui, tu l'as lu. OK. Donc, on serait rendu à Ah mon oui, ami. pendant un instant. OK. Mm-hmm. J'y vais avec pendant un instant? Non, mon ami. Tu vas 4 paragraphes plus loin. Mon ami. Je suis là, page 17. Mon ami avait insisté sur l'absolue nécessité de mettre les principes qu'il m'avait enseignés en pratique dans tous les domaines de ma vie. Il était particulièrement important que je m'occupe des autres de la même façon que mon ami l'avait fait pour moi. C'est quelle étape, ça? C'est la 12. Ben oui, c'est ça. Ouh. La foi sans ses l'œuvre est une foi morte, disait-il. Et c'est particulièrement vrai pour un alcoolique. Car si un alcoolique néglige d'enrichir et de perfectionner sa vie spirituelle par son action auprès des autres et par le don de soi, il ne pourra pas survivre aux épreuves et aux dépressions qu'il guette. S'il ne se n'est pas ainsi occupé, l'alcoolique boirait sûrement de nouveau et s'il buvait, il mourrait sûrement. Alors, la foi serait morte en effet. C'est ainsi que nous voyons les choses. Mm-hmm. C'est ça. Donc, l'absolue nécessité de mettre en pratique les principes en pratique dans tous les domaines de ma vie. Pas juste face à l'alcool. Parce que tu vas avoir d'autres problèmes dans ta vie que l'alcool. À un moment donné. La vie continue, puis il se passe toutes sortes de choses. Il peut y avoir des décès dans ta famille, il peut y avoir de la maladie, il peut y avoir une perte d'un emploi, il peut y avoir une perte d'une relation, il peut y avoir toutes sortes de choses. Puis moi, j'ai eu besoin de ce mode de vie-là dans tous ces domaines-là. Puis on a besoin de le mettre en pratique parce que j'ai besoin de conserver ma paix d'esprit, de conserver ma sérénité. On ne l'est pas tout le temps à 100%, c'est pas vrai, là. Mais j'ai un fond de confiance
en Dieu, à une puissance supérieure qui est toujours là, même dans les moments où ça a été extrêmement difficile, j'avais toujours ça. Ça ne m'a jamais quitté, ça. Donc, c'est ça que j'ai besoin de garder. Puis, j'ai besoin de, quand je suis perturbée, de revenir à la paix d'esprit le plus rapidement possible. Puis ça, c'est avec le mode de vie. Il dit un peu plus loin que dans la page vers la fin de la page, qu'il ne se sentait pas très bien. Il dit qu'il a commencé tout de suite à embarquer à travailler avec les alcooliques, puis qu'il était tourmenté par des accès d'apitoiement et de ressentiment. Bill a fait des dépressions pendant quelques années. Il dit que ses sentiments ont parfois failli le ramener à l'alcool, mais il a vite compris que là où toutes les autres méthodes avaient échoué, l'action auprès d'un autre alcoolique sauvait la situation. Donc, c'est de faire la 12e étape qui peut sauver la situation. Quand tu ne files pas, puis que tu es concentré sur tes problèmes, ça ne va pas mieux. Mais quand tu arrêtes de te concentrer sur ton nombril, puis tu essaies d'aider quelqu'un, ça va t'aider à t'en sortir plus rapidement. Avant qu'on termine, je n'irai pas plus loin là-dedans. Là. Je vous suggère de le lire, par exemple, les chapitres qu'on lit ensemble, on ne lit pas tout. Je lis les paragraphes les plus importants. Mais si vous pouvez lire le reste avant la prochaine, ce serait bien.